Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à notre rendez-vous quotidien en ligne pour la presse, en direct et sur EBS. Nous sommes aujourd'hui le lundi 16 novembre. Nous avons quelques annonces à vous faire. First, let me start with some good news for Ireland. The Commission has today presented a proposal to the Council for a decision to grant 2.5 billion euros in financial support to Ireland under the SURE instrument. SURE, as you know, is the instrument that protects jobs and workers and helps mitigate the socio-economic impact of the pandemic. Today's proposal brings overall financial support proposed under SURE to a total of 90.3 billion euros and covering 18 member states. More information is available in today's daily news. Je passe maintenant la parole à Myriam pour une annonce sur le commerce extérieur. Today, the European Commission has launched a new complaints system for reporting market access barriers and breaches of trade and sustainable development commitments in the EU's trade agreements and under the General System of Preferences. The new complaint system reflects the Commission's increased efforts to strengthen the enforcement and implementation of trade agreements. It follows the Commission's appointment in July of its first Chief Trade Enforcement Officer to oversee its tougher action on enforcing trade policy, as well as the Commission's 15-point Trade and Sustainable Development Action Plan of 2018. Complaints will be channeled through a new centralized single entry point in DigiTrade to allow for a responsive, focused, and structured process. You will find further information in our daily news. Thank you, Myriam. And now I call Vivian, who is online, for news under the European Green Deal. Vivian. Thank you. I hope you can hear me. Merci beaucoup. J'ai le plaisir de vous annoncer des bonnes nouvelles du côté des pactes verts. D'abord, la Commission a adopté des investissements d'un montant de 280 millions d'euros pour soutenir 120 nouveaux projets de la protection de l'environnement et l'action contre le changement climatique sous le programme LIFE. Ces nouveaux projets contribuent aux objectifs du pacte vert et concernent l'efficacité des ressources, la protection de la nature et de la biodiversité, l'atténuation et l'adaptation climatique, ainsi que sur la gouvernance et le partage d'informations. Vivian, sorry, we seem to have connection problems. Environnementale. Vivian, Ceci attirer votre attention. Vivian, we seem to have connection problems. I will read out your announcement because we seem to have announcement problems. Okay, connection problems. So, je recommence. Donc, Viviane avait le plaisir de vous annoncer des bonnes nouvelles du côté du pacte vert. La Commission a adopté des investissements d'un montant de 280 millions d'euros pour soutenir plus de 120 nouveaux projets dans le domaine de la protection de l'environnement et l'action contre le changement climatique sous le programme LIFE. Ces nouveaux projets contribuent aux objectifs du pacte vert et concernent l'efficacité des ressources, la protection de la nature et de la biodiversité, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, ainsi que la gouvernance et le partage d'informations sur l'action climatique et environnementale. Nous attirons aussi votre attention sur 4 consultations publiques dans le domaine de l'action climatique. Elles portent sur le réexamen des législations pour prendre en compte le plan cible en matière de climat à l'horizon 2030, à savoir le système d'échange de quotas d'émissions de l'Union, le règlement sur la répartition de l'effort, les règles sur l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et des forêts, ainsi que les normes de performance d'émissions de CO2 des voitures et des camionnettes. Voilà. Et pour finir, notez que les commissaires Janusz Wojciechowski et Stella Kyriakides représentent aujourd'hui la Commission
lors de la réunion virtuelle du Conseil Agriculture et Pêche. La réunion fera le point sur la situation actuelle du marché agricole de l'UE. Les ministres discuteront aussi du gaspillage alimentaire, du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires à venir et feront un état des lieux sur la situation des visons et du coronavirus au Danemark. Le commissaire Wojciechowski participera à la conférence de presse après la réunion aux alentours de 16h45. Voilà qui clôture nos annonces. Nous pouvons maintenant passer à vos questions. Et je passe la parole à Athanasios. Bonjour, merci. Erdogan had his picnic yesterday at Varosha, despite the rain and the wind. We heard the High Representative and his statement, but what's next? What's going to happen now? What's going to be your plan to address the situation from now on as it has evolved? Thanks. Thank you very much. Athanasios, I pass the floor to Peter. Thank you. Good afternoon, Athanasios. Well, you are right. HRVP basically said everything what we need to say at this stage regarding Varosha and the behavior of Turkey, the recent behavior of Turkey in his statement from yesterday. I think the text speaks for itself. And also when it comes to the follow-up, the EU was very clear about the follow-up. The clear timetable was outlined and the clear sequence of steps and actions was outlined by the EU leaders in the Council conclusions, European Council conclusions. And these latest events just add to the series of actions by Turkey, which is a source of unhappiness of the EU because we issued these statements, and the leaders will be reviewing all the actions by Turkey, the behavior by Turkey at their meetings. And at the latest, in December, they will decide what course of action the EU will be taking in light of all these developments. Thank you, Peter. Let us stay on external affairs. I don't know if there are other questions related to Turkey. Please only keep your hand raised if your question concerns Turkey. Ne gardez votre main levée que si la question concerne la Turquie. Lotte, your question is on Turkey. Lotte, the source of your microphone seems to be incorrect. Okay. Press speak. Can you hear me? Yes, go ahead. No, it's not on Turkey. Should we wait then? Yes, please. Okay, good. Okay, so we leave the issue of Turkey and Cyprus and move on to other foreign affairs related issues. And Lionel Julien was first in line. Lionel. Il faut que tu appuies sur Speak. Excusez-moi. Oui, c'est une question à propos de l'élection présidentielle en Moldavie. Je voulais savoir s'il y avait une réaction de la Commission par rapport à l'élection de la candidate pro-européenne, Maia Sandu, à Chisinau. Voilà. Merci. Et j'aurai une autre question sur le Brexit après, mais je pense que ce sera pour plus tard. Merci. Merci beaucoup, Lionel. Tu as peut-être vu que, effectivement, la présidente de la Commission a tweeté ses félicitations à Madame Sandu pour sa victoire électorale et a souligné que cela correspondait à un appel clair pour s'attaquer à la corruption et restaurer le respect de l'état de droit, chemin vers un futur plus prospère, et que l'Union européenne, évidemment, se tenait prête à soutenir la Moldavie. Je passe la parole à Peter pour d'autres éléments. Merci. Bien sûr, ce sont les messages clés pour nos partenaires à Moldavie. On a déjà félicité aussi des côtés d'autres représentatifs de l'Union européenne. Et je voudrais peut-être ajouter quelques éléments sur cette élection, sur la victoire de Mme Maia Sandu. Le peuple de Moldavie a élu le nouveau président. Ils ont voté en grand nombre
malgré le contexte très difficile lié à coronavirus pandémie. La victoire de Maia Sandu, c'est un appel clair des électeurs à un leader pour lutter contre la corruption et les intérêts particuliers et pour restaurer, renouveler le respect pour l'état de droit et aussi pour les normes démocratiques. L'Union européenne soutiendra le peuple moldave. Notre soutien est bien sûr lié à des progrès concrets dans la voie de la réforme, tel que défini dans l'accord d'association entre l'Union européenne et la Moldavie, ainsi aussi aux conséquences du coronavirus et la reprise économique qui en résulte. Donc, nous suivons avec beaucoup d'attention le développement en Moldavie. Nous sommes prêts à continuer avec notre soutien parce que Moldavie, c'est un partenaire clé dans le cadre des partenariats oriental et nous sommes prêts à coopérer avec le nouveau président. Merci beaucoup, Peter. Y a-t-il d'autres questions sur l'élection en Moldavie? Merci de ne garder votre main levée que si c'est le cas. Momchil, une question sur l'élection en Moldavie. Momchil, you have the floor. If it's a question on Moldova. Yes, it's on Moldova. Does the European Commission fear that there can be a repeat, some kind of repeat of the Ukrainian scenario in Moldova, having into account that there is a region called Transnistria in Moldova, and while Maia Sandu has won overwhelmingly, she lost in Transnistria. 80% of the Transnistria population voted against Sandu and in favor of Dodon. So, is there a fear about the eventual Ukrainian scenario in Transnistria and in Moldova, of course? Peter. Thank you, Momchil. No, I mean, each country is different. This frozen conflict in Transnistria is going on for a very long time. It's being taken care of in the appropriate frameworks, international frameworks. It needs to be solved eventually for the benefit of people there and for the benefit of people in Moldova. What is clear and what is important now is that the victory of Maia Sandu is there. The voters expressed very clearly what they want from the leader of the country. And that's the aspiration to live in a country where the democratic norms are being respected, where there is a fight against corruption taken very seriously. And the EU is ready. The EU is there for Moldova and for Moldovan people. We are at a critical juncture. These elections actually took place at a critical juncture in EU-Moldova relations. And we will make sure that we continue to provide the necessary support as long as the Moldovan leaders, political leaders, are delivering on this reform agenda, which is part of the ambitious association agreement, and that we all together will be able to deal with the issue of frozen conflicts, of course, at the same time, because this is something that needs to be tackled eventually, and this is for the benefit of people there. Thank you, Peter. Let us stay on foreign relations. So please raise your hand if you have a question on foreign relations, and I pass the floor to Nawab. Hold on. Lionel, étant donné que Nawab semble avoir des problèmes de connexion, Lionel, est-ce que tu avais une question de suivi sur la Moldavie, pardon? Non, pas sur la Moldavie, pardon. C'était sur relations extérieures? Oui, c'est le Brexit. Non, on reviendra à ça après. D'accord. So, Nawab, if you are still with us, go ahead. Yes, can you hear me now? Yes, go ahead. Yes, my question is actually on the statement released yesterday by the High Representative on the Israeli settlements in occupied Palestinian territory. Now, these statements have been issued regularly, but on the ground, they seem to have no effect. So my question is, what is the European Union thinking of doing in practical terms
to stop the expansion of Israeli settlements? Thank you. Thank you, Nawab. Again, a question for Peter. Thank you, Nawab. Indeed, we issued a statement yesterday on the recent announcements which are going into the direction of expansion of settlements. And the statement is one of the instruments we are using, but this is not the only instrument. And we've been discussing this very often also when we were discussing before the issues of previous settlement expansions, when we were discussing the possibilities of the annexation. And there the EU's position is very clear. We continue in our outreach towards our partners in Israel. The diplomatic outreach is basically the main instrument we have at our disposal. Israel is a very important partner for the EU. We have communication. We reach out to Israel at various levels, be it from the level of the European Union, be it also bilaterally, and we convey our positions, our expectations, and our suggestions based on the principles of in what we believe, and among those principles is international law. And we are pushing we are trying to convince our Israeli partners that it's really important to stick to the international agreed parameters, that it's important to stick to the respect for international law and refrain from steps which could prejudge or hinder further developments which should go towards sustainable solution of the conflict. So diplomatic engagement, explaining and having the dialogue about all this issue is the main method what we are doing. And since we are based on the same values and principles, we belong to the same civilized community of countries which are interested in enforcing stability and peace in the world. I think the objective is the same. We might differ in the ways how to achieve it, but we work together and we try to engage with our partners in order to prevent such steps and to prevent also bad consequences of such steps. So it's not only statements, it's also a lot of diplomatic outreach. And then again, if this shows that this is not enough, then the foreign ministers, for example, they have always opportunity to discuss it in the framework of their discussions, monthly discussions at the FAC, and it's being taken up also regularly in the working formations of the Council. So the EU is engaged in this process, and we try and we want to see these steps which are counterproductive for the eventual solution of the Middle Eastern peace process, of the Middle Eastern problem, that these steps actually cease and that we embark on a process that leads to a sustainable solution. Thank you, Peter. Are there other questions on this issue? On the Israeli settlements, please only keep your hand raised if this is the case. I see two hands raised. Georgi. Yeah, it's not on Israel, it's on North Macedonia. Hold on, let us see if we have other questions on the Israeli state settlements. Catherine, you have the floor. Thank you, Eric. Peter, you said that you're appealing to the same values and principles. You've given the response that you've given many, many times over, that you're relying on outreach, on diplomatic engagement, but it really doesn't appear to be working. So I'm wondering, what other actions are you considering? And specifically, I see that Irish Foreign Minister Simon Coveney has said that if the EU is committed to protecting the prospect of a two-state solution, we should consider what options are available to deter such actions. So the current actions do not appear to be working. Appealing to values and principles doesn't appear to work. So what do you think might work? Thank you, Catherine. Well, indeed, this is the subject of discussions the EU member states are having among themselves. The next course of action, the next steps and next actions the EU might be taking is subject of the agreement by the EU member states. So, as I said, there is constant outreach to the partners, and at the same time, there are discussions within the EU at the various levels, both in the Council formations, in the working groups, and at the level of the foreign ministers. If a member state comes up with a suggestion what needs to be done next, if the course of action taken until now has not brought the desired results, it's up to the member states to discuss and to agree on their position by unanimity, what they want to do next, how they want to proceed.
So this is work in progress. Next opportunity for foreign ministers to meet will be this Thursday when they are meeting for the regular FAC. If this issue will be raised, I cannot guarantee at this stage, but as I said, this is an ongoing discussion, and anything that the member states agree on will be then the appropriate response from the EU side when it comes to Israeli actions which go against what we would wish to see in terms of Middle Eastern peace process. Thank you, Peter. So I see no further questions on this issue. Let's stay on issues of foreign affairs, and I move to Odile, who had asked the floor some time ago. Oui, bonjour. Could you give us an update on what the EU intends to do or is already doing in terms of humanitarian help, you know, in the Tigray region? Because there are already, it seems that 178,000 Eritrean refugees in 4 camps in that region. And over the weekend, I understand that there were about 20,000 people who crossed over from Tigray region into Sudan. So I would like to have an update on the situation of what the EU is doing or intends to do, you know, because it's a difficult situation and it can get worse and worse. Okay, thank you. Thank you. I don't know if Balázs has elements that he can provide you with. Yes, Balázs. Bonjour, Odile. So the question was in English, right? This time. I think so, yes. Yes. So what I could do at this point in time is to refer you back to the statement that was published by High Representative Borrell and Commissioner Lenarčič last Thursday evening, which reads as follows: ethnically targeted measures, hate speech, and allegations of atrocities occurring in Ethiopia are deeply worrying. The demonstration of ethnic groups is a vicious and lethal cycle from which demonization of ethnic groups and is a vicious and lethal cycle from which Ethiopia must be spared. The danger of a major humanitarian crisis is imminent, and an immediate de-escalation is needed. All parties should show restraint and reinforce their calls to avoid incitement to hatred and violence. Human rights and international humanitarian law need to be upheld, including ensuring safe and free movement of civilians, as well as a timely, independent, unimpeded, and unconditional access of humanitarian workers to the most vulnerable. Thank you, Balázs. I think that is all that we can say for the moment on the issue. Sorry? Okay, we change subjects. I now move to Tanya. Oh, David, sorry, on this issue. David has a question on the issue. Okay, go ahead, David. Thanks very much, Eric. Recognizing that you just warned us, you have nothing more to say on this issue. I would note that the statement from last week says nothing about the EU's role. I understand there's an expression of some worry about the situation there, but we're talking about a country that is home to the headquarters of the African Union. The Commission President announced a major pivot toward Africa at the start of her mandate. She and the Council President have visited multiple times, as has the High Representative. And I wonder if perhaps such a crisis, given that level of political attention from Brussels, doesn't warrant something more than an expression of worry that is now days old from last week. Thanks. Thanks. I'll pass the floor to Nabila on ongoing efforts in this area. David. Hello, David, and thanks for your question.
I mean, indeed, when it comes to the situation in Ethiopia, as Balázs has said, we have been extremely clear in our concerns towards the situation that is actually escalating. As I said also last week, we have been also in touch with regional actors, but also with the Prime Minister himself. The HRVP has called the Prime Minister Abiy Ahmed and has conveyed the EU concerns for the risk of the integrity of the country and the stability of the country. He has also been in touch with the Prime Minister of Sudan and also with Moussa Faki, who is the chairperson of the African Union, to show EU supports of any initiatives of IGAD and the African Union to address the situation. In terms of what is happening and what has been happening in the Tigray region, and we are worried by the developments that have occurred. We have condemned the attacks on Asmara, and we call on all parties to immediately de-escalate the tensions and the return to dialogue. We also support and we encourage the region via IGAD and the regional leaders to work towards a de-escalation of tensions, and the HRVP will continue to reach out to regional actors in the region to address the issue and to de-escalate the tensions as soon as possible. Thank you very much, Nabila. I'm conscious of the time passing. We've been on foreign affairs issues for already half an hour. We will now move to a question from Tanya, who asked for the floor earlier. Yes. Thank you. Yes, thanks. Thank you. I guess it's a question for Anna regarding enlargement and North Macedonia. So there's the GAC tomorrow, which will, where Bulgaria will block North Macedonia's start of accession negotiations on the basis of bilateral issues pertaining to history and self-determination and identity and stuff like that. So I wanted to know first, how does the Commission see this blockade? I mean, this is something you've been working on for so long. There was a decision in March. So what does this mean for the March decision? And does the Commission plan to take on other activities to try and find an agreement between both sides by the end of the German presidency? And also, Anna, if you can tell me, the statement of the Bulgarian minister said that you cannot be a member of the EU and celebrate Tito. So I wanted to know if this is something that the Commission agrees with. Thank you. Thank you very much. I pass the floor indeed to Anna. Hello, can you hear me? Yes, go ahead. Okay, so I will try to answer all your questions, Tanya. Thanks for the questions. So you know that our position is very clear. The Commission is pleading for the first intergovernmental conferences to be held and to be convened as soon as possible. For this to happen, everybody is aware that we need to have an agreement by the Council of the negotiating frameworks. This is still the case, so Member States, the Council needs to agree on the negotiating frameworks. It is not possible for us to foresee when they will do this. As regards to the second part of your question, it's very clear that we encourage the two sides to continue their efforts to find a solution. And from the Commission side, of course, we are in contact with the presidency and also, of course, the two sides to try to support in finding a solution. And as regards to your last point, we really do not comment on comments, as you can anticipate, and the conditions to join the EU are pretty clear. Thank you. Thank you. Georgi, I know you also had a question on this issue, so go ahead. Yes, indeed. It's regarding the Chapter 35 or the possible Chapter 35, a solution. The Bulgarian side has indicated that a solution could be to agree to have an additional chapter to negotiation framework. And obviously, not everybody agrees.
What are the chances and what is the Commission position on finding a solution in terms of having an additional chapter so there will be no Bulgarian veto tomorrow and the issues will be discussed bilaterally as negotiations go by? Thank you. Thank you. I'll pass the floor again to Anna. So thanks, Georgie. I'm very sorry, but you know very well that discussions in the Council continue to take place on the negotiating frameworks. We cannot comment on individual positions by member states or the content of the negotiations. What is clear is that we need an agreement on the texts from all the member states. So that is where we are, but you can understand that we cannot go further. The Commission made its proposal in July. Now it's for member states to agree on the texts. Georgi, you have a follow-up. We cannot hear you. Do you think that it would be a good solution? We didn't catch the beginning of your question. What is the Commission position about having an additional Chapter 35 to solve bilateral issues? I think that Anna has given you the elements that she wants to answer, but I let her repeat. But again, I mean, you know very well that the Commission submitted its proposal in July to the member states. These texts were not made public because, of course, they only become they only become public once the member states agree on them, and therefore we cannot go into, you know, comments and discussions here on the podium about this or other positions of member states or, you know, or proposals by member states. This belongs to the member states to discuss. Thank you. So we now leave the issue of enlargement, and I open the floor to other issues. Lotte, you have the floor now. Thank you for your patience. Can you hear me? Yes, go ahead. I have actually two questions, so you can decide in which order we should take them. One on mink and Denmark, and maybe it's just for the press conference later today, but my question is whether there will be sort of an EU way forward, a recommendation of how we should treat the mink. Should we kill them all, as we have done in Denmark, to hinder the spread of the COVID and also to prevent another spread of another COVID cluster 5 disease? What will be the recommendation? And then I have another question on Brexit, simply the state of play and what's the way forward now? Thank you very much. So this is a health-related question that you are asking, first and foremost, when it comes to minks. So I will give the floor to Stefan to see if he has any elements. Hello, Eric, you hear me? Yes, go ahead. Yes. Okay, very good. Thank you very much for this question. We're, of course, aware of the situation in the mink farms in Denmark, and the Commission and the ECDC are following the situation closely. Mink infections have also been reported in other EU member states and in third countries. I have to stress, though, and this replies to your question, the measures taken in Denmark to cull minks are national competence. But the Commission, of course, welcomes the fact that the EU member states have scaled up their surveillance. As is the case in Denmark, member states are making decisions about measures to be implemented in infected mink farms according to their risk assessment. I would also like to draw your attention to the fact that last Friday, the ECDC has issued a risk assessment relating to the specific issue of minks. And this risk assessment states that the risk to human health by the variants related to mink is low. It also states that the risk of cross-border spread of the virus variants from mink through humans was moderate, and the risk of spread through other animals and animal products was very low. The Commission made contact with the vaccine manufacturers to provide further information that will help assess implications of the mutant strain.
And so I would like to keep it at this. Maybe what I could add is that when it comes to animal welfare, obviously, animal welfare is an important priority for the EU. Suffering of animals should be minimized as much as possible. And there are specific rules also in this area which have to be respected. And with this, I give the floor back to you, Eric. Thank you, Stefan. Lotte, we will come back to the issue of Brexit later. I would like to know whether there are other questions related to minks or to health in general. Lotte, you still have your hand raised. Is it, please only keep it raised if it is a follow-up on minks and the health situation. If it is the case, go ahead. Yeah, I just have a follow-up because I also read the ECDC risk assessment that came out last week, but in that I couldn't read that, you know, that they stated it was necessary to get rid of all mink. And that is actually my question. So even you say, of course, it's a national decision, but there will be no recommendation in general from the EU side that, you know, the best way to solve this problem is actually to kill them all. To call them. Stefan. Yes, thank you very much. Well, as is the case very often in situations like this, we first refer to solid scientific input, which has been given by the ECDC. The ECDC has made this very strong risk assessment, and we invite, obviously, all member states to take this into account when they reflect on the necessary measures that have to be taken. This being said, as I said before, the measure to cull animals is a national competence. We are, of course, monitoring the situation with the member states, and we're following it up closely, but we should not forget that we're talking about national competence here. Thank you. Thank you very much. Are there other questions for us today on the health issue? Griselda, est-ce que ta question porte sur des questions de santé liées au coronavirus? Si c'est le cas, vas-y. Sinon, nous reviendrons vers toi ultérieurement. Vas-y. Bonjour. Oui, mais c'est en Belgique. C'est à propos d'un rapport d'Amnesty International qui considère que la situation dans les résidences, disons le traitement que les personnes âgées ont reçu sur le Covid est une atteinte à son droit à la santé. Et dans certains cas, est même une question de mauvais traitement d'après la Convention sur la torture des Nations Unies. Je crois qu'il n'y a rien, aucune inquiétude sur tout ça dans vos rapports sur les droits fondamentaux. Je me demande, est-ce que vous croyez qu'il serait nécessaire, peut-être d'après cette approche, essayer une enquête à niveau européen sur la situation dans les résidences? Est-ce que vous avez des données générales sur ça? Merci beaucoup. Merci. Une question de nouveau pour Stéphane. Merci beaucoup, Griselda. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous offrir beaucoup d'informations à ce sujet. J'ai lu en effet que Amnesty International a sorti un rapport. Comme vous le savez, la santé, c'est une priorité tout à fait fondamentale et cruciale pour nous, que ce soit dans le domaine des hôpitaux ou dans le secteur des soins de santé à plus long terme. Mais à ce stade-ci, je ne pense pas qu'on peut déjà nous prononcer dans un sens ou dans un autre. Merci. Merci. Je ne vois plus... Ah, Griselda, follow-up. Ah, bien. Merci. Mais juste savoir, c'est grave de parler d'un problème de refus au droit de la santé, de potentiels mauvais traitements. Est-ce que vous croyez qu'il serait nécessaire de faire une approche européenne sur tout ça? Parce qu'en fait, c'est un problème qui n'a pas été résolu entre la première et la deuxième vague. Dans certains États de l'Union, le problème continue dans les résidences. Merci. Merci. Pour rappel, Griselda, quand même, comme l'a dit Stéphane déjà à plusieurs reprises, la santé est une compétence nationale. La politique de santé qui est mise en œuvre dans les institutions, quelles qu'elles soient, que ce soit les hôpitaux, les cliniques, les maisons dont tu as parlé, sont une compétence nationale. Donc je ne pense vraiment pas que pour le moment nous puissions rajouter quoi que ce soit sur cette question.
Alors, je change maintenant de sujet et j'en reviens à la question de Lionel sur le Brexit. Ou David, pardon. David, tu avais une question santé ? David, est-ce que c'est une question santé? Non, pardon, c'était une question MFF. D'accord. Plan, Ok, etc. alors je reviens dans un premier temps vers Lionel. Oui, c'est une question sur le Brexit. Je voulais savoir où vous en étiez, non pas des négociations, mais des fameux délais incompressibles pour parvenir à un accord avec Londres. Et voilà, c'était ma question, savoir s'il y a des portes de sortie qui sont envisagées, enfin des solutions alternatives, puisqu'on parlait de 6 semaines, on y est, et on n'aura pas d'accord dans les 6 semaines, etc. Donc je voulais savoir si vous ou Daniel pouviez répondre à cette question. Merci. Merci, je passe la parole à Dan, effectivement. Bonjour Eric et bonjour Lionel, merci pour ta question. Effectivement, les discussions continuent cette semaine ici à Bruxelles avec le Royaume-Uni. On va continuer nos discussions sur tous les sujets pendant les prochains jours qui viennent. Quant aux deadlines ou les dates limites, je ne vais pas spéculer sur ça à ce stade. J'imagine que tu as vu le tweet de Michel Barnier ce matin. Nous restons déterminés et avec beaucoup de patience et respect pour arriver à un accord. Keep calm or stay calm and keep negotiating. Lotte, you had a question on the same issue. Lotte, you have the floor. Thank you. Yeah, it's also Brexit-related questions. So I know you're not going to comment on the details of the negotiations, but Daniel, could you sort of give us some more information about the ratification process? Because if we are now going, way into November and maybe also December, how are you going to manage the ratification process, and how much have you started talking about making a sort of EU-only deal that would only need the ratification of the EU Parliament? Thank you. Thank you, Lotte. Dan. Hi, Lotte. I think you're right, first of all, in that I'm not going to comment or speculate on what may or may not happen over the coming weeks. I think one thing just worth noting, Michel Barnier has always said that there must be time at the end of these negotiations for the European Parliament and the Council to have their say on whatever agreement. But as for the exact ratification process and the timings surrounding that process, I would suggest that you stay tuned and we wait to see what happens over the coming days. Thank you very much. Y a-t-il d'autres questions sur les négociations avec le Royaume-Uni pour nous aujourd'hui? Merci de ne garder votre main levée que si c'est sur ce sujet pour le moment. Virginie, je vois que tu as la main levée. Bonjour. Combien de temps ça prend de traduire l'éventuel accord une fois qu'il sera passé dans toutes les langues? Combien de temps ça prend de le passer au Parlement européen? Je dirais, on a quand même des éléments de calcul du compte à rebours objectif, j'imagine. Première question. Deuxième question, si on n'a pas le temps de faire tout, s'il y a un accord le 15 décembre, je dis n'importe quoi, qu'on n'a pas le temps d'être à temps, c'est quoi la tactique? On peut avoir des mesures de contingentement suffisamment souples pour qu'elles prennent le relais en attendant que l'accord se mette en place. Là, comment ça peut marcher? Merci, je repasse la parole à Dan. Bonjour Virginie, je vais uniquement répéter ce que je viens de dire à Lotte. Nous sommes déterminés à arriver à un accord maintenant. Nous allons continuer à travailler avec le Royaume-Uni pendant les jours qui viennent pour arriver à un accord sur tous les sujets qui restent ouverts. Quant au processus de ratification après, comme tu sais bien, le Conseil et le Parlement européen doivent donner leur feu vert à un accord. Sur ça, Michel Barnier a dit à plusieurs reprises qu'il faut du temps pour ça, pour donner ce temps au Parlement et au Conseil. Mais aux dates limites et exactement le procédure, je ne peux pas spéculer à ce stade. Merci. Odile, tu as une question sur le Brexit?
Oui, je voudrais savoir si le dossier de la pêche avance quand même, ou bien si vraiment c'est un des dossiers qui bloque énormément en ce moment. Ça, c'est une question radio Nord-Bretagne. Dan. Bonjour Odile. Comme tu sais bien, on a toujours des divergences dans les négociations avec le Royaume-Uni, y compris sur la pêche. Donc, je peux confirmer que la pêche est toujours un des sujets dans lequel il y a beaucoup de divergences entre nous et le Royaume-Uni. Merci. Nous restons toujours sur le sujet des négociations avec le Royaume-Uni. Christian. Oui, je voudrais un peu revenir sur ce que dit Daniel, parce qu'on a beaucoup de divergences sur la pêche. On a aussi beaucoup de divergences sur les règles du jeu. Le compte à rebours commence, on ne veut pas spéculer, mais est-ce qu'on peut raisonnablement envisager que si cette semaine, on n'a pas bougé sur les 2 points clés, à savoir la pêche et les règles du jeu, c'est game over? Ou est-ce qu'on va continuer avec cette manie qu'a l'Union européenne de se dire que de toute façon, même le 29 décembre, on peut arriver à un accord et puis après, on verra pour le faire ratifier. Merci. Je crois que sur ce point, Christian, les choses sont claires. La Commission a toujours dit que nous donnions la priorité à la qualité de l'accord sur le timing. Ça n'est pas une manie. C'est un constat que nous sommes là pour défendre les intérêts des Européens et que cet intérêt dépend de la qualité de l'accord que nous signerons avec le Royaume-Uni si les conditions sont bonnes. Et nous n'allons pas dévier de cette position. James, you have a question, I believe, on the same issue. Yes, thank you, Eric. I suppose question is, are there any concerns at the European Commission's side that the Prime Minister has had to self-isolate from after coming into contact with someone with coronavirus? Does that put any additional pressure on the deadline and on the negotiations? Because he obviously won't be available for face-to-face talks with the European Commission President if the time comes. Well, the first thing to say is that we, of course, wish the Prime Minister well. We know how difficult it is for leaders to continue to conduct business in the current circumstances. As you know, there are and there have been regular contacts in any case by phone between the President of the Commission and the Prime Minister. So I'm sure that we will continue to have these contacts. I understand that the Prime Minister has, in any case, said that he will continue to carry out business. So we hope that this can be the case, whatever the circumstances. Lionel, encore une question sur les négociations. Non. Tu dois appuyer sur speak. Oui, je reviens parce que comme j'ai pas eu mon petit follow-up tout à l'heure, il y avait un petit coup de revenez-y sur le Brexit. Tu viens de le dire, finalement, la priorité c'est l'accord et finalement l'intendance suivra. Donc on trouvera bien une solution pour la ratification, même si on dépasse les délais du 31 décembre, voilà, les fameux délais incompressibles. Merci. Encore une fois, Lionel, je pense que la priorité, c'est de trouver un accord, c'est de se mettre d'accord sur la substance. Et c'est une ligne dont nous ne dévions pas, quelles que soient les vicissitudes de la négociation en cours. Christian. Il faut que tu appuies sur Speak. Mais ce n'est pas à toi que je vais apprendre ça. Si, régulièrement, je me fais avoir. Certains États membres commencent à s'inquiéter du fait que vous ne publiez toujours pas les dispositions en cas de non-accord. Alors, je sais que vous ne voulez pas spéculer sur l'issue des négociations qui sont en cours. Je sais qu'on a au moins jusqu'à la fin de la semaine pour que le miracle se produise. Mais à quel moment vous allez vous décider à publier ça? Dan.
Bonjour Christian, non, je n'aurais pas de commentaires à faire sur ce sujet. Comme tu sais bien, notre travail de readiness ou preparedness est vraiment très important. Et nous avons publié plusieurs documents, plusieurs reprises pendant les dernières 4 ans. Donc de notre côté, nous sommes prêts pour toute éventualité. Pour rappel, Christian, il y a sur les sites de la Commission un nombre très important de notices d'information pour les professionnels d'un très très grand nombre de secteurs, leur décrivant quels sont les préparatifs à faire en cas de non-accord avec le Royaume-Uni. Pour rappel, même s'il y a un accord avec le Royaume-Uni, il y a malgré tout des choses qui seront amenées à changer, et tout ce travail de préparation a été fait, il est public, il est disponible pour les professionnels, pour les citoyens aussi. Donc l'information qui est là est très importante. Joe, on this issue as well. Yeah, thank you, Eric. Kind of it is again for preparations and kind of planning. Could we have an update on where the Commission is with its work on drawing up proposals for the $5 billion Brexit adjustment funds that was proposed by the Council earlier this year, please? I don't know if this question is for, yes, it would be more for Balázs. Balázs. So, hi, Joe. So, in regards to this question, I would like to take the opportunity first to welcome, on behalf of the Commission, the political agreement that was found on Tuesday last week on the next MFF and Next Generation EU between the Parliament, the Council, and the Commission. The reason why I'm saying this is because part of the agreement is the so-called Brexit Adjustment Reserve, with an overall size of 5 billion euro. The aim being to counter the adverse consequences in member states and sectors that are worst affected by Brexit. Now, in this regard, the Commission, as you said, will put forward a legislative proposal dans un avenir proche, so very soon. In the near future. Yes. Thank you. Other questions on the UK negotiations? Virginie, tu as la parole, mais appuie bien sur le bouton speak avant de commencer ta question parce que tout à l'heure, on t'a prise en milieu de phrase. Bon, pourtant j'avais appuyé. Là, c'est bon? Là, c'est bon. C'est bon, tu peux y aller. Je vais rebondir sur les questions de Christian et Lionel quand même, parce que on est quand même dans un procédé de transparence. Ça fait 4 ans qu'on parle de ce Brexit. On a une échéance qui est le 31 décembre. Je pense que vous devez quand même répondre sur d'éventuelles mesures de contingentement ou pas. Quand est-ce que vous prenez ces décisions? Comment on avance? Enfin, je trouve ça quand même curieux de toujours nous dire on négocie, on négocie. On sait qu'on négocie, on est juste le 16 novembre. Il reste 6 semaines, donc vous pouvez quand même nous faire part des différents scénarios en termes d'agenda. Et à quel moment vous pensez qu'il faudra vous mettre en place des mesures de transition pour laisser une chance à un accord d'arriver, même tardivement, si ça doit être le cas? Non, Virginie, nous sommes en train de négocier avec nos partenaires britanniques, et tu comprends bien que ce n'est pas pendant une négociation que l'on commence à envisager d'autres scénarios. L'autre scénario qu'il y a sur la table, c'est le départ du Royaume-Uni sans accord à la fin de l'année, et c'est ce pourquoi nous avons fait beaucoup de préparatifs que Dan t'a rappelé. Je lui repasse la parole au cas où il a quelque chose à rajouter. Bonjour Eric. Non, j'ai rien à ajouter. Juste pour répéter que nous sommes 100% déterminés à arriver à un accord. On met tous nos efforts pour négocier cet accord avec le Royaume-Uni, et c'est ça ce que nous faisons en ce moment. Voilà, je crois que notre position est claire. Je change maintenant de sujet et nous allons passer à des questions budgétaires. Et j'avais une question de Rafaela Scheidreiter. Rafaela, so you say that you have a technical problem today, and you would like an overview of the next steps, taking into account a veto this afternoon on the MFF budget own resource decision. What are the next steps? Well, let me say that the first thing is that these are questions which need to be addressed
first and foremost to the rotating presidency of the Council, since the process is in the hands of the Council and, of course, of the European Parliament when it comes to the different steps that need to be undertaken when it comes to the procedure to finalize the different steps to bring into force the political agreement that was found. David, tu as aussi une question sur ce sujet. Oui, absolument. Merci, Eric. En fait, je comprends bien que la responsabilité en ce moment, c'est la présidence du Conseil, etc., le Parlement. Mais bon, le fait politique, c'est que cet après-midi, l'Union européenne risque une crise majeure. Sera en crise majeure, vu qu'au moins un pays va mettre son veto au MFF et probablement MFF, sûrement à la décision sur les ressources propres. Et donc, le plan de reprise, la Recovery and Resilience Facility, va être bloqué. Donc voilà, est-ce que la présidente de la Commission va s'engager? Est-ce qu'elle a parlé à M. Orban? Est-ce qu'elle a répondu aux lettres envoyées par M. Orban et M. Morawiecki? Est-ce qu'elle pense devoir jouer un rôle, en quelque sorte, dans cette crise qui s'ouvrira formellement cet après-midi, mais qu'on a vu arriver depuis quelque temps? J'aurais aussi une question plus précise par rapport aux déclarations de porte-parole de M. Orban, M. Kovacs, qui a accusé la vice-présidente Jourova d'être payée par M. Soros et M. Reinders de n'être pas à la hauteur de la crédibilité de la Commission. Je ne me rappelle plus les termes exacts, mais je suis sûr que tu le connais très bien. Et une dernière question sur toujours MFF et le débat en cours. Le président du Parlement a demandé l'effacement de la dette créée par la pandémie. Je voulais savoir si les règles européennes permettraient l'effacement de la dette. En Italie, c'est assez important parce que toutes les forces du gouvernement sont en train de soutenir cette idée d'effacer la dette. Merci. Merci David. Comme tu sais, dans cette salle de presse, on essaye de séparer les différents sujets afin de pouvoir les traiter d'une manière cohérente. Donc la question sur l'effacement de la dette, je la laisse pour plus tard. J'en prends bonne note et on reviendra une fois que nous aurons terminé sur les questions budget. En ce qui concerne les prochaines étapes, la suite du processus politique, comme tu l'as dit, concernant le cadre financier pluriannuel et Next Generation EU. Encore une fois, il y a pour l'instant au Conseil une discussion en cours et c'est donc à la présidente tournante du Conseil de chercher les moyens de parvenir à la ratification de cet accord, au vote à l'unanimité de cet accord, comme c'en est sa responsabilité, suite à l'accord avec le Parlement européen, d'une part sur le cadre financier et d'autre part sur le mécanisme d'état de droit. Tu demandes si la présidente est impliquée. Je te rappelle que la présidente a organisé, je crois, déjà 5 réunions depuis juillet. En ce qui concerne des réunions d'article 324 du traité qui lui ont permis évidemment de discuter avec la présidente tournante du Conseil, Madame Merkel, le président du Parlement européen. Elle s'est entretenue aussi régulièrement avec le président du Conseil européen et donc bien entendu des contacts sont en cours. Mais la réalité institutionnelle dans laquelle nous sommes, c'est que la discussion a lieu au Coreper cet après-midi, comme tu l'as dit, et que c'est donc au niveau du Conseil que se situent les débats et que doivent être trouvées les solutions. Nous avons bien entendu des contacts constants avec les différents États membres, tous les États membres à différents niveaux. Et enfin, en ce qui concerne les lettres du Premier ministre hongrois et du Premier ministre polonais,
elles sont encore sur notre table et nous y répondrons au moment adéquat. Alors, David, I believe you had a question on this as well. Thanks, Eric. Restricting ourselves to the Commission's role, obviously, here, the Commission assesses the potential, and I wonder if you could delineate for us how much risk and danger there is for the continuing delay here. Other governmental entities are already thinking about a second rescue and recovery effort in response to a second wave of the pandemic. The EU is still waiting for this initial response agreed to in July to get off the ground. So if you could speak both about the peril in a delay in the Rescue and Recovery Fund getting started, and also what in a concrete way is the danger of the MFF going right up to the edge. Obviously, this new long-term budget cycle is supposed to start on January 1. Thank you very much. David, you were breaking up there as you were speaking. I believe your first question concerned the Recovery and Resilience Facility. So I will pass the floor to Marta on this, if she has understood the gist of your question. I think it was related to possible delays in the implementation of the Recovery and Resilience Facility. Thank you very much, Eric, also for recalling the question of David, because indeed I didn't have the opportunity to hear it fully. I mean, when it comes to the negotiations on the Recovery and Resilience Facility, you may have noticed that trialogues have started last week on Friday, and we, of course, very much welcome this progress in the negotiations. Trialogues will continue this week as well, and of course, you know, we fully support the Parliament and the Council in the endeavor to find an agreement as soon as possible for this facility to become operational. Thank you. Thanks. And your second question related to thinking about possible further measures to complement what was agreed in July. And it is obvious that for the moment we are entirely focused on making sure that we can implement what was agreed in July as quickly as possible and by the beginning of next year. Are there other questions for us related to the MFF and the budget? Tomasz, you have a question on this. Yeah, Tomasz Can't hear you very well. Speak up. Yes, I have the question for the legal reading of the European Commission on the rule of law conditionality. The question is if this regulation can be applied to the provisional EU budget in case of doubling of the financial package. Of course, so clarification, but I'd like to have the legal reading. We're having lots of technical difficulties today, but if I understand your question correctly, it is whether the rule of law mechanism would apply to provisional 12th if this is the system that that we had. Balázs, are we in a position to answer that question now? I believe that it's on the protection of the EU's financial interests, so it basically applies to any EU funds that come out. Indeed, but I wouldn't go that far. I would just say for the moment simply that we are, as Eric said, 100% focused on making sure that the next MFF is in place from the 1st of January along with Next Generation EU. That's where we put our focus, and that's what we are going to continue to work towards in the next weeks that have left before the end of the year. Thank you. We stay on the issue of the budget. Virginie, tu as une question sur ce sujet. Virginie. Vous m'entendez? Absolument. Bon. Le commissaire Hahn a dit la semaine dernière qu'en tout état de cause, la Commission, sans doute, ne pourrait pas commencer à lever des fonds avant la fin du printemps, voire le début de l'été.
Donc, dans ces conditions, est-ce que vous pensez qu'il est toujours possible de débloquer une première tranche en avril comme c'était initialement prévu? Et on est plutôt sur quel calendrier dorénavant, compte tenu du fait que, même si tout se passe correctement, en l'état actuel des choses, statu quo, c'est pas possible de lever des fonds avant fin du printemps, début de l'été. À en croire le commissaire Hahn, encore une fois. Avant de passer la parole à Balázs, laisse-moi te rappeler que l'accord, il porte sur, effectivement, Next Generation EU d'une part, mais aussi sur le cadre financier pluriannuel, qui, tout de même, pèse 1,1 milliard d'euros. Oui, 1,8 1800 milliards, non, 1100 milliards d'euros pour le MFF en tant que tel. Donc, il ne s'agit pas que de l'argent que l'on doit lever sur les marchés, aussi important soit-il, mais l'objectif, c'est de faire en sorte que le cadre financier pluriannuel, lui, soit en place dès le début de l'année pour que l'on puisse lancer tous les programmes qui sont compris dans ce cadre pluriannuel. Mais je passe la parole à Balázs sur la question de la levée des fonds. Oui, donc effectivement, maintenant, on a un accord politique sur le mécanisme concernant l'état de droit, et aussi la semaine passée, on a trouvé un compromis, heureusement, sur le prochain MFF et Next Generation EU. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on se focalise sur le processus juridique qui est nécessaire. Donc, maintenant, il faut adopter chaque élément du paquet MFF et Next Generation EU, et le but reste bien évidemment de le faire d'ici le 1er janvier, et une fois c'est le cas, on peut avancer, on peut aller plus loin et on peut commencer à émettre des obligations dans le contexte de Next Generation EU. Je n'ai pas un timeline particulier à vous communiquer en ce moment, mais le but bien évidemment est de le faire dès que possible. Merci. Nous restons sur ce sujet. Virginie, tu as une question de suivi. Est-ce que vous pensez être en mesure de débloquer des fonds avant avril? Enfin, en avril, comme prévu. Alors qu'on ne peut pas s'endetter avant la fin du printemps. Voilà. Forcément, le moment où on va débloquer les fonds va dépendre du moment où on va pouvoir d'abord lever les obligations sur le marché. Donc je crois que pour le moment, ce qui compte, c'est de se concentrer sur le fait de trouver une solution, de trouver un accord qui permette de finaliser l'ensemble des étapes menant à la ratification, à l'adoption et à la ratification des différentes décisions. Il est clair qu'après cela, il y a effectivement toute une série d'autres étapes qui doivent être mises en œuvre, mais pour l'instant, c'est relativement hypothétique de te donner une réponse ferme et définitive, étant donné que nous ne savons pas encore exactement à quel moment nous serons en mesure de finaliser, de ficeler l'ensemble du paquet. Nous restons sur ce sujet. Christian. Oui, je voudrais savoir si vous avez une crainte qu'il y ait un risque si la Pologne et la Hongrie bloquent la décision ressources propres, que le reste des États membres leur fasse la fleur d'accepter le budget pluriannuel avec tous les fonds qui en découlent sans aucun problème. Est-ce que ça, c'est un risque qui existe? Et est-ce qu'il n'y a pas le risque que si Hongrie, Pologne bloquent les ressources propres, il n'y a plus de CFP et on est dans la panade? Merci. Christian, tu sais très bien qu'ici, nous ne sommes pas des grands partisans de discussions hypothétiques sur des risques de tel ou tel scénario. En plus, tu nous poses des questions sur ce que feraient les États membres. Nous, Commission européenne, nous avons une priorité absolue, tu la connais, nous l'avons répété ici à de nombreuses reprises, c'est de faire en sorte que l'accord qui a été trouvé ces dernières semaines entre le Conseil et le Parlement sur le MFF, sur Next Generation EU, sur le mécanisme d'état de droit, que tout ceci puisse rentrer en application le plus rapidement possible. Et nous sommes entièrement concentrés là-dessus, nous n'allons pas spéculer sur d'autres scénarios. David. Oui, excuse-moi Eric, je vais essayer aussi d'allumer ma caméra. Excuse-moi, si je reviens sur
sur la question de Virginie, parce qu'on nous a expliqué, des autres fonctionnaires de la Commission européenne nous ont expliqué en off que ça ne sera pas possible de financer la Recovery and Resilience Facility avant l'été. Le commissaire Hahn a donné des dates, le commissaire Gentiloni a donné d'autres dates, chaque commissaire donne ses dates. Alors, vu qu'il y a cet élément de discussion depuis quelque temps, est-ce que le plan de relance va partir à temps, etc. Pourquoi, pour vous, c'est si difficile de dire exactement les scénarios, les dates, pour informer les gens, hein, pas pour faire des spéculations entre nous dans la boule, pour dire aux gens il y a un problème et donc il y aura un retard de 1 mois, 2 mois, 3 mois. On sait très bien qu'avril, c'est pas possible. Donc, est-ce qu'on peut avoir des scénarios, des infos de la part du service de porte-parole? Non, David, j'apprécie beaucoup tes questions, mais tu l'as dit toi-même, vous avez eu beaucoup d'informations sur ce sujet et la situation est fluide. Nous n'allons pas ici sur le podium dans un contexte fluide d'un point de vue politique, comme cela a été dit, spéculer sur des dates. Encore une fois, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. L'objectif de la Commission, c'est d'obtenir un accord, c'est de faire en sorte que l'accord plutôt qui a été obtenu soit maintenant ficelé et mis en œuvre. Ensuite, effectivement, il y a, et tu y as fait référence, il y aura des étapes qui devront être effectuées, qui devront être mises en œuvre afin de lever les fonds en ce qui concerne la partie Next Generation EU. Mais cela dépendra évidemment du moment auquel les processus en cours à l'heure actuelle auront été finalisés. Et donc, nous ne sommes pas ici en mesure de contribuer plus à ce débat sur le timing par rapport à ce qui a été dit par les commissaires que tu as évoqués. Mais n'oublions pas, encore une fois, que dès lors qu'il y aurait un accord sur le cadre financier pluriannuel en temps et en heure, nous espérons toujours que celui-ci pourra être mis en œuvre dès le 1er janvier, avec les conséquences que cela implique en termes d'engagement et de paiement. Voilà, je suis désolé, mais nous n'irons pas plus loin sur ce sujet aujourd'hui. Y a-t-il d'autres questions sur les dimensions budgétaires? I see. Well, Susanna, you have raised your hand. Is this on this? Yes, thank you. I know that you don't want to go further, but I just want a clarification if it's possible. Okay, we understand that without the own resources decision, there will be no Next Generation EU, of course, because the Commission cannot go to the markets and raise money. But is it possible? My question is, if the leaders agree on the MFF, but not on the own resources decision, is it possible to move forward with the MFF? So is it the own resources decision only affects the Next Generation EU or as the MFF as well? Thank you. Yes, Susanna, I give the floor to Balázs on this question. Yes, and my very Attends, you need to wait. Voilà, go ahead. Good. So my very short and direct answer is that we need to adopt the amendment of the own resources decision, not only for the recovery plan to be in place, but also for the next MFF to be in place. Indeed, I mean, the own resources finance the MFF first and foremost. And let us not forget that it is an increase in the ceiling of the own resources that would allow us to go to the market and raise the resources that we need to finance Next Generation EU. But you need the own resources decision in order to collect own resources from the member states and finance the MFF overall. I'm sorry, Angela, I skipped your question, but I was not sure whether it was on the budget issue. Did you have the floor now?
You need to press speak. Okay. Can you hear me now? Yes, go ahead. Thanks for the opportunity. I wanted to ask if there is a specific worry about the ability from Italy to prepare the recovery plan. I'm asking this question because there is a paper published and signed by the head of cabinet of Mr. Gentiloni, Marco Butti, who speaks about the fragilities and the problems with the Italian government in preparing this recovery plan. So I'm asking, is there inside the Commission a specific worry about the ability of Italy to prepare this plan? Thanks very much. Thank you. This is a question for Marta. Thank you very much for this question. I don't have any specific comment to make on a publication, the publication that you just referred to. What I can say is that, of course, the Commission is in close contact with all member states for the preparation of the recovery and resilience plans, and that obviously also concerns Italy. As you know, we have published very recently very detailed guidelines for the Commission, for the member states to prepare the recovery and resilience plans, and this is, on this basis that we continue our dialogues with all member states and including Italy. Thank you. Thank you. We will stay with Marta and come back to the question from David on the statements coming out of the European Parliament and its president on the notion of erasal of debt. Marta, do you have anything to say? Merci. Et merci Eric. Je crois que la question était en français, Elle donc était en français. je vais y répondre également en français. Je n'ai encore une fois pas de commentaires à faire sur des déclarations qui ont été faites ces derniers jours sur cette question, mais j'aimerais tout de même faire un point sur la question de la soutenabilité de la dette des pays de la zone euro. Donc il est important de préciser que tous les États membres de l'UE et de la zone euro continuent de bénéficier d'un accès complet au marché financier à des taux d'intérêt très très favorables. Je peux également ajouter qu'il y a quelques mois, la Commission avait préparé des analyses également en liaison avec le personnel de la Banque centrale européenne et avec les collègues du MES, donc du mécanisme européen de stabilité, sur les questions de soutenabilité de la dette. Et donc ces analyses ont confirmé que tous les États membres de la zone euro ont une situation économique et une situation de leurs finances publiques qui est fondamentalement solide. Donc ces évaluations ont conclu donc que la position d'endettement de tous les États membres de la zone euro reste soutenable à moyen terme. Laissez-moi encore une fois souligner qu'effectivement tous les États membres de l'Union européenne vont également bénéficier de l'ambitieux plan de relance européen dont nous venons également de parler et qui bien sûr contribuera également à la question de la soutenabilité de la dette. Merci beaucoup. David, tu auras la dernière question du Midday aujourd'hui. Vas-y. Oui, c'est un follow-up. Je voulais demander à Marta si c'est possible, selon les règles européennes, le traité, d'effacer la dette des États membres liée à la pandémie. Merci David pour ta question. Alors je ne vais pas rentrer dans une analyse juridique à ce sujet. Je ne suis malheureusement pas juriste, donc je n'ai pas de commentaire à faire. Merci. Merci beaucoup. Voilà qui conclut le Midday et nous reviendrons ici en salle de presse demain. Bon appétit et à demain.